Bienvenue. À la une ce soir, 3 victimes en moins de 48 heures. La foudre se déchaîne à Matam. La 3e personne tuée était âgée de 70 ans environ. 15 ans dans l'enfer des eaux, c'est la triste vie d'une famille à Yeumbeul. Les membres ne savent plus vers qui se tourner. La rédaction de la TFM continue la série de reportages sur les inondations et leur lot de dégâts. Des éléments de la police centrale de Dakar ont mis la main sur 5 trafiquants de faux documents de transport. La bande opérée à Dakar et environ est arrivée à tromper la vigilance des usagers de la route. Le reportage 20h consacré aux exigences de certaines agences immobilières. Elles vont jusqu'à vous demander bulletin de salaire et contrat de travail avant toute location. Les associations de défense des consommateurs sont divisées sur la question. Merci de choisir la TFM. Une femme foudroyée à Champagne, c'est dans la région de Matam. La victime, une septuagénaire, revenait des champs. Malheureusement, les secours n'ont pas eu le temps de sauver la vieille dame. Les détails avec Ali Bandel-Nyang à Matam. Femme âgée de 70 ans qui vient de perdre la vie. Elle a été foudroyée alors qu'elle revenait des champs. Surprise par les fortes pluies, la victime s'empressait de rentrer à la maison. Et malheureusement, c'est à quelques mètres des habitations qu'elle a pris la décharge. Mise à terre par la violence du coup, les voisins accourent, mais ne feront que prendre un corps sans vie avant de le déposer au poste de santé de Tchempeng. Après autorisation des autorités, elle a été finalement inhumée. La victime répondait au nom de Fatoumata Bib, veuve de 70 ans et mère de 5 enfants. Un drame qui a fini de plonger les habitants de cette localité de la commune de Wuro-Sidi dans une grande émotion. Et il s'agit de la 3e personne tuée par la foudre en moins de 48 heures dans la région de Matam. Ici à Dakar, nous vous racontons ce soir le supplice que vit la famille Aïdara à Yeumbeul. Depuis 2005, 15 ans déjà, les membres de cette famille cohabitent avec les eaux de pluie et les enfants sont à la merci de toutes sortes de maladies. C'est tout simplement l'enfer sur terre pour cette famille. Le reportage d'Abib Faye et Maud Diop. Réveil difficile pour Yeumbeul suite aux inondations de ce week-end. Des inondations qui n'ont rien laissé sur leur passage. En l'espace de 3 heures, il est tombé l'équivalent d'une saison de précipitation. Dans cette maison, Ndeye Aïdara est très inquiète. Elle se freine un chemin pour accéder dans sa chambre. Depuis 2005. Nous vivons dans cette eau depuis 2005. En période d'hivernage, la maison change de décor. L'électricité ne fonctionne plus à cause de l'inondation. Quartier inondé, chaussée détruite, pas de canalisation pour évacuer l'eau. Nous sommes très fatigués en cette période. Il n'y a pas une bonne canalisation dans ce quartier. En plus de cela, les pluies de ce week-end ont empiré la situation. Et vous voyez, il ne pleut pas ces 2 jours. C'est pour cela que l'eau a diminué. Les dégâts restent importants. Les enfants sont exposés aux maladies tropicales. Elle lance un appel.
Les moustiques se multiplient dans cette zone, ainsi que le paludisme. Nous n'avons pas de moyens de protection. La santé de nos enfants est menacée, sans compter l'insalubrité qui gangrène tout ici. Les habitants de Yeumbeul ont pu regagner difficilement leur habitation emportée par les fortes précipitations. Les sinistrés sont toujours sous le choc, les foyers sont privés d'électricité et l'accès à l'eau potable est impossible. Et une centaine de maisons se sont effondrées à Sokone. C'est suite aux pluies accompagnées de vents violents. Et d'après le maire Moustapha Gueye, plus de 1000 personnes sont impactées. Ce matin, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a effectué une visite dans les zones inondées de Palmarin et Sokone. La présence de Serigne Mbaye Thiam est vivement sollicitée ou souhaitée à Ngekor, c'est dans le département de Mbour. La commune veut des infrastructures pour l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées. Mais dans l'immédiat, ce sont des motopompes que demande le maire pour soulager les populations. Le reportage à Mbour d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye, l'élément n'est pas en place. Nous pourrons certainement y revenir au cours de ce journal. Le ministre de l'Intérieur, lui, Aly Ngouille Ndiaye, était à Thiès hier et il a fait beaucoup de promesses aux sinistrés. Alors, qu'en pensent les Thiessois? Certains attendent du concret avant d'apprécier, alors que d'autres restent optimistes. Reportage dans quelques zones inondées avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Passage à Thiès a fait des promesses pour régler définitivement le problème des inondations. Des solutions seront trouvées très rapidement parce qu'a priori, tel que j'ai vu, techniquement, c'est pas difficile. Mais sur les lieux du sinistre, les avis sont partagés. Certains sont optimistes. On est optimiste parce que quand les ministres se déplacent pour venir en Guinth, on ne peut que se satisfaire de sa venue. Donc on espère beaucoup de ces actions pour que le poste santé de Nguinth puisse être délocalisé. Refaire les canaux d'irrigation et éventuellement déplacer les populations qui sont affectées à la zone nord. Nous avons 3 quartiers qui sont plus affectés. Il y a Medina Fall, il y a Kawsara, il y a Nguinth, entre autres. Donc là aussi, nous demandons au ministre, avec les mesures d'urgence, de venir nous appuyer en ce sens. Tandis que d'autres attendent d'abord la concrétisation avant de porter un jugement. On ne peut que attendre. Plusieurs maisons sont inondées, regardez ici. Depuis 1980, je peux dire qu'ils sont dans des cas difficiles. Ici, toutes les maisons là sont abandonnées. Tout sont abandonnées. On attend pour voir. La cause est bien entendue et les Thiessois attendent avec impatience le début des travaux du canal d'évacuation des eaux pluviales. Et retenez que le bureau de l'Assemblée nationale sera en réunion spéciale le mardi 15 septembre. Les membres autour du président Moustapha Niasse vont se pencher sur la problématique des inondations. Et plus précisément, le bureau va examiner les modalités de la mise en œuvre d'une mission d'information représentative de toutes les sensibilités de l'Assemblée nationale. Dans sa déclaration, le Parlement souligne que la mission sera précédée de travaux au sein d'une intercommission. Les rafales de vent d'hier ont fait tomber un des arbres qui longe le boulevard de la République. L'arbre s'est effondré sur la paroisse Notre-Dame du Liban. Fort heureusement, pas de blessés, mais les dégâts matériels sont énormes. L'école sera d'ailleurs fermée jusqu'à nouvel ordre, selon le supérieur de la mission libanaise. Maroun Chalita est au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta. Elle était déracinée. Ce n'était pas juste le moment qui s'est fait ça, c'était depuis longtemps, depuis une semaine à peu près, à cause du vent et à cause de tout ça. Et hier, durant la nuit, à 3h30, un vent qui était très fort avec la pluie, et elle a fait tomber l'arbre. Les effets, ce sont premièrement ce que vous voyez, le mur, le portail et tout ça. Même ici, pour l'Institut Jeanne d'Arc aussi, il y a le toit et encore le portail de l'autre côté. Et on a fermé aujourd'hui, car les enfants ne peuvent pas entrer. Ça va durer un peu, mais heureusement que personne n'a eu... on n'avait ni blessé pour assurer la sécurité de tous les enfants, de tous les profs, de tous les parents, pour ne pas prendre aucun risque.
Tant qu'il y a l'arbre et qu'il y a ces choses-là, on ne peut pas ouvrir, on veut attendre. Cet accident survenu à Touba, un véhicule de la police de Ndamatou qui transportait des personnes interpellées a violemment percuté un arbre. L'une d'elles est décédée sur le coup, les menottes toujours au poignet. D'autres passagers du véhicule ont été blessés, dont 2 grièvement, et transportés à l'hôpital. La section de la prévention routière et des accidents du commissariat central de Dakar a réussi un coup de filet avec le démantèlement d'un groupe de malfaiteurs. Les 5 individus fabriquaient de faux documents de transport. La police appelle les usagers de la route à plus de vigilance. Le reportage de Mohamed Samb et Amadouba. Les documents de transport renseignent sur la gravité du scandale. Tout est parti d'un accident de circulation qui s'est produit le 25 août passé. Après des investigations menées par la police, des soupçons notés sur la carte grise présentée par un des faussaires, les 5 trafiquants appréhendés. Une réquisition a été adressée au niveau des services des mines pour vérifier l'authenticité de cette carte grise. Les résultats nous est parvenu et nous a signalé qu'il s'agissait d'un faux document. Des cartes grises vierges, des cartes grises déjà remplies. Le cachet de certaines autorités est falsifié par les malfrats. Les enquêtes se poursuivent. De la division régionale des transports terrestres, il y a le cachet du chef de la division régionale du transport terrestre de Dakar qui est nommé Maguette Guissé. Il y a le cachet nominatif du chef de la division régionale des transports terrestres de Thiès, qui se trouve Moustapha Fall. Il y a aussi le cachet du nommé Valdio Ndiaye, le cachet du nommé Mansour Nia. Face à la multiplication des réseaux de trafiquants, la police nationale appelle à la vigilance des usagers de la route. Il faut qu'ils soient prudents, au risque de ne pas tomber sous le coup de la loi. S'ils veulent se procurer des titres de transport, ils n'ont qu'à se référer directement à la direction des transports routiers. Les 5 faussaires interpellés par la section de la prévention routière et des accidents du commissariat central de Dakar, ils sont déférés et la police nationale envisage de corser le contrôle sur la circulation de véhicules. Merci Mohamed Samb. Une gestion équitable des autoroutes et qui profite aux citoyens. Le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage l'a toujours réclamé. Maintenant, de nouvelles dispositions de l'État du Sénégal devront permettre aux meilleurs candidats du secteur privé de montrer son savoir-faire dans la gestion durable des ouvrages structurants. Plus de détails avec Ibou Diouf. Il s'agit pour les autorités de tendre la main au secteur privé national pour l'exploitation et pour la gestion des autoroutes et du pont de Foundiougne. L'idée est de prendre en compte une vieille doléance du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. Avec une telle vision, un partenariat dynamique avec les acteurs de la société civile et les usagers s'annonce. Une sorte de délégation de services publics qui devra permettre aux meilleurs candidats du secteur privé de montrer son savoir-faire dans le domaine de la gestion de ces ouvrages structurants pour le Sénégal et de profiter des retombées financières. Il faut mentionner des innovations majeures apportées au dossier d'appel d'offres pour impliquer davantage le secteur privé national. Elles concernent l'éligibilité des soumissionnaires et l'actionnariat dans la gestion d'exploitation. Pour mieux favoriser les investisseurs sénégalais, il est clairement mentionné que le processus d'appel d'offres est ouvert uniquement aux groupements réunissant des entreprises sénégalaises et étrangères. Autre point fort, le candidat retenu à la suite de l'appel d'offres a l'obligation de constituer une société d'exploitation de droit sénégalais régie par les dispositions de l'OEADA, ayant également son siège social au Sénégal. Concernant l'exécution du contrat, 47% au moins du capital devra être détenu par des entreprises ou des personnes de nationalité sénégalaise. Pour une gestion claire et vertueuse, toutes les recettes seront versées intégralement au Trésor. Toujours avec ces nouvelles dispositions, il est annoncé de faire recours à un opérateur à travers une régie intéressée et transitoire. Lorsque le trafic aura atteint des chiffres plus conséquents, l'État envisage de recourir à une concession avec la mise en place d'une agence gouvernementale dédiée aux autoroutes. Dans ce sens, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement précise qu'il est prévu dans les clauses de rendez-vous permettant
aux autorités de pouvoir mettre fin à la régie si la nécessité se présente. Autant d'informations allant dans le sens de l'orientation du gouvernement pour l'implication appuyée des usagers et de la société civile dans la gestion des infrastructures. Parlons enseignement à ce stade du journal. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis changent de stratégie dans leur lutte pour de meilleures conditions d'études. Ils ont suspendu leur grève pour à la place entamer une marche de Sanar à Dakar. Et désormais, ils ne parleront qu'avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Ousseynou Diop et Habib Sek ont assisté au départ. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont levé le mot d'ordre de grève et de journée sans ticket entamée depuis quelques jours. Nous avons usé de tous les moyens pacifiques. L'administration est restée sur sa position et menace d'invalider l'année. Aujourd'hui, nous avons suspendu ce mot d'ordre pour permettre à ces étudiants qui sont dans la première cohorte, qui font partie aussi de la proposition que nous avons donnée, de retourner vers les amphithéâtres. Ils ont quitté le campus universitaire à 12h35 pour entamer une marche pacifique. Ces étudiants comptent rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur pour lui notifier le plan de sortie de crise élaboré contrairement à celui de l'Assemblée universitaire. Nous allons entamer aujourd'hui une marche pacifique jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Dakar. Parce que les autorités internes locales qui sont nos interlocuteurs ont décidé de ne pas dialoguer avec nous. Nous allons amener notre proposition sur laquelle nous croyons fermement jusqu'aux locaux du ministère de l'Enseignement supérieur. Au cas où ils n'auront pas gain de cause devant le ministre, les étudiants de Sanar menacent d'entamer sur place une grève de la faim. Et si cette autorité décide aussi de ne pas dialoguer avec nous, nous croyons fermement à notre proposition. Nous n'hésiterons pas à mener une grève de faim sur place jusqu'à ce que notre proposition soit entendue. Les amphithéâtres sont donc ouverts à l'UGB après la suspension du mot d'ordre de grève des étudiants. Mais la coordination, elle, tourne le dos au plan de reprise proposé par l'administration et entame une marche de Saint-Louis à Dakar pour se faire entendre. Les enseignants des écoles publiques de santé continuent leur lutte pour le basculement vers le système LMD. Face à la presse aujourd'hui, ils dénoncent la circulation d'un décret changeant leur diplôme d'État en administrateur de soins à l'insu de l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social, Fatbintou Conté et Diafaraba. Ils seront intransigeants et ne reculeront pas dans ce combat, celui de l'application du système LMD dans les enseignements sanitaires au Sénégal. Eux, ce sont les enseignants, syndicalistes et élèves en santé. Depuis que nous avons commencé en 2014, qu'on nous dit maintenant on est dans le système LMD, nous savons tous que ce que ça demande comme défi à relever, comme investissement à faire au niveau financier, au niveau des ressources humaines et tout. Nous sommes mis à être en norme par rapport à ça, avec toutes les difficultés que nous rencontrons. Il y va même de notre crédibilité. Parce que vous ne pouvez pas faire inscrire des enfants, vous dites que vous faites une licence, au finish, on vous dit que vous avez un diplôme d'État. Ça nous pose d'énormes problèmes. Et tout ce que nous voulons, c'est cette application-là. Ce collectif qui faisait face à la presse ce vendredi s'indigne qu'un nouveau décret circule pour changer la dénomination de leur diplôme en administrateur de soins à l'insu de l'ENDSS. Vous ne pouvez pas vous inscrire. Maintenant, le terme administrateur de soins, administrateur hospitalier, c'est des accords avec les syndicats. Ils veulent régler un problème administratif qui ne concerne que ceux qui sont dans la fonction publique. Ils vont voir essayer comment régler ce problème-là. Et je vous assure, si ce décret-là passe aujourd'hui, c'est au niveau de l'application que ça va poser problème, véritablement. Parce que si vous parlez d'administrateurs ou l'école qui les forme, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Et puis ce diplôme, c'est équivalent à quel diplôme? Mais la réforme, vous êtes venue pourquoi? Il n'y a que 3 grades au niveau du LMD, licence, master ou doctorat. Et ce que vous, administrateur, c'est que vous le mettez dans quel grade? Donc ces enseignants dénoncent le lobby financier qui circule au niveau du ministère de la Santé et qui se sucre sur le dos des élèves. Aujourd'hui, c'est les groupuscules qui sont là. Pour le travail pour lequel ils sont payés, ils prennent l'argent aussi. Je vous donne un exemple. C'est pas ce qui se passe dans son ministère. Aujourd'hui, on devait envoyer l'OFNAC, on devait envoyer la Cour des comptes pour aller voir ce qui se passe là-bas réellement. Cet argent ne rentre pas dans les caisses du ministère. Dans les prochains jours, professeurs, élèves et syndicalistes de la santé vont marcher sur Dakar pour se faire entendre.
Et comme tous les soirs, nous faisons le point sur la Covid-19 au Sénégal. 48 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 31 malades ont été déclarés guéris et 34 sont dans un état grave. Le Sénégal est à ce jour à plus de 14 000 cas positifs. C'est un aveu du ministre de l'économie et du plan. Amadou Hott déclare que le taux de croissance a chuté avec une tendance actuelle de moins 0,7% à cause de la Covid-19. Le ministre espère tout de même des améliorations d'ici quelques mois. Des propos tenus lors de la revue annuelle conjointe avec les partenaires. Amadou Hott est interrogé par Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Croissance, on risque de passer à moins 0,7% si la tendance actuelle continue. Mais après ces estimations, j'ai suivi de près les tournées de mon collègue ministre de l'Agriculture, donc qui vraiment pense que avec l'hivernage qu'on a eu cette année, les productions vont augmenter plus que prévu. Il y a de fortes chances d'ailleurs qu'on revoie cette hypothèse de moins 0,7% qui est retenue à la date d'aujourd'hui. Dans 1 mois, 2 mois, lorsque nous aurons toutes les données statistiques sur le secteur agricole, nous verrons quel sera le nouveau taux de croissance. D'investissement prévu, notamment la mise en œuvre effective du programme de lutte contre les abris provisoires. Il y a déjà le lot 1 qui est exécuté à hauteur de 75-80%. Le lot 3, on va le commencer cette année avec un financement de la BOAD d'ailleurs, dont le président était en visite hier. Et il y a aussi, bien sûr, les investissements qu'il faudra faire dans l'assainissement. Et donc, c'est des investissements importants, surtout vu le contexte. Et tout ça est intégré dans le PAP 2A. Je vous remercie. Le reportage de ce 20h, voilà une pratique dans le secteur de l'immobilier qui fâche certains consommateurs. Des agences et des courtiers exigent des bulletins de salaire et parfois même des contrats de travail avant de louer un bien. L'Association pour la défense des locataires juge la démarche illégale et de son côté, SOS Consommateurs parle de gage de solvabilité. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dieng. Le paradoxe est apparent. Des immeubles qui poussent comme des champignons dans la capitale sénégalaise et un loyer qui devient de plus en plus cher. Il faudra aussi faire avec des bailleurs de plus en plus exigeants. Dans ce lot de critères à remplir, le bulletin de salaire. Demander à quelqu'un son bulletin de salaire n'est même pas donné à n'importe qui, a fortiori une agence immobilière ou bien un propriétaire. Donc cela ne saurait être accepté par les locataires et nous demandons solennellement à la Commission pour la donnée des protections de bien s'autosaisir de cette question. SOS Consommateurs voit autrement cette pratique. Maître Massornakan parle d'une procédure anormale mais pas illégale. Ça n'a rien d'illégal dans la mesure où eux, ce qu'ils veulent, c'est chercher à connaître la solvabilité du locataire qui vient solliciter un local. Parce que si quelqu'un vient vous dire « je veux louer votre maison, mais je suis étudiant ou bien je suis chômeur », vous ne lui louez pas votre maison. Donc il faut essayer de savoir que cette personne a les moyens de payer un loyer. Devant la complexité du secteur du loyer au Sénégal, ces acteurs proposent des pistes de solutions pour changer la donne. Il faut que l'État organise le secteur en essayant d'avoir une traçabilité des contrats de location. Parce que tant qu'on laisse les contrats de location, je le dis toujours, entre le bailleur et le locataire, il y a des risques d'abus comme ça. On sait que la personne travaille dans une grande société, qu'il est cadre dans une grande société, etc. Et que donc, raisonnablement, il doit pouvoir payer un loyer de 200 000 ou de 300 000. Donc, la solution, c'est de chercher d'autres éléments d'appréciation. Beaucoup de dossiers d'arriérés de loyer sont entre les mains des juges, un manque d'organisation du secteur qui nécessite des réformes profondes. L'idée est de sanctionner les mauvais payeurs et de décourager les bailleurs véreux.
Maïmouna Ndiaye, dans la page internationale de cette édition, 3 points à retenir. L'intention de la CEDEAO de différer le lancement de l'ECO, la monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest. Le Liban, une nouvelle fois frappé par un violent incendie au port de Beyrouth. Mais d'abord, le Burkina Faso qui perd 4 soldats dans une embuscade à la frontière avec le Mali. C'est avec Daniel Diouf. Au Burkina Faso, 4 soldats du régiment interarmes ont été tués ce vendredi dans la province d'Issoum, près de la frontière avec le Mali. Ces soldats étaient en patrouille lorsqu'ils sont tombés dans une embuscade dans l'axe Namsigia-Dibo très tôt le matin. Les sources sécuritaires qui rapportent l'information soulignent que 3 autres soldats ont été également blessés au cours de cette attaque. Le Liban, une nouvelle fois frappé par un énorme incendie qui a dévasté la zone franche du port de Beyrouth ce jeudi. Les flammes ont détruit des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d'huile entreposés par la Croix-Rouge et destinés aux populations sinistrées. La négligence et l'incompétence des autorités locales pointées du doigt. Le président de la République, Michel Aoun, a dû convoquer le Conseil supérieur de la défense en début de soirée jeudi. Il a aussi ordonné une enquête et exigé une réorganisation de la gestion du port. Pour rappel, le pays a été meurtri le 4 août dernier par une double explosion qui avait fait 192 morts, plus de 6500 blessés et des milliers de sans-abri. Enfin, nouveau contretemps pour l'ECO, la monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest. Ce mardi, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont fait part de leur intention de différer son lancement à une date indéterminée et d'établir une nouvelle feuille de route. Initialement prévu pour juillet 2020, ce projet avait d'abord été retardé par certaines critiques du Nigeria avant d'être affecté par la pandémie de coronavirus. Lors du sommet de Niamey, le président Muhammadu Buhari a réitéré son inquiétude quant à la décision des pays francophones de la région de remplacer le franc CFA par l'ECO avant le reste des États membres. Et ce n'est pas tout, Daniel. Parlons de ce triste anniversaire aux États-Unis. Ce 11 septembre marque la 19e année des attentats dans le pays. Près de 3000 personnes y ont perdu la vie. La commémoration a lieu cette année donc dans un contexte de pandémie et de campagne électorale. Mamadou Fall. Les attentats du 11 septembre aux États-Unis est marqué par une campagne des candidats à l'élection présidentielle. Les deux adversaires politiques vont utiliser ce moment d'unité nationale pour décrocher le plus d'électeurs. D'ailleurs, Joe Biden et Donald Trump vont tenter l'exercice en se succédant sur le site du crash de des avions détournés par les djihadistes en Pennsylvanie, état clé pour cette présidentielle américaine. Chacun d'eux rendra hommage aux 3000 victimes des attentats du World Trade Center. Hormis l'élection présidentielle, l'anniversaire du 11 septembre est contaminé par la COVID-19. Les célébrations seront sensiblement plus discrètes ce vendredi pour éviter les rassemblements. Au cœur de la grosse pompe, la tradition établie par le Memorial Museum consistant à faire lire à haute voix les noms des victimes par les membres de leur famille depuis une scène érigée sur le Memorial Plaza a été abandonnée. Les noms préenregistrés seront diffusés par haut-parleurs pour éviter les rassemblements. La décision a provoqué l'émoi de nombreuses familles de victimes qui ont décidé d'organiser leur propre lecture non loin de Memorial Plaza en respectant les consignes de distanciation sociale. Pour rappel, les attentats du 11 septembre de 1977 victimes en 2001, des événements qui avaient surpris les États-Unis et beaucoup d'autres pays avaient réagi en renforçant leur législation antiterroriste. Osama Ben Laden, supposé être le cerveau de ces attaques, a été finalement traqué et tué en 2011. Un musée consacré aux attentats et une nouvelle gare sont en cours de construction sur le site du World Trade Center. Merci Mamadou Fallé, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Un très bon week-end à tous et la suite de Soir d'Info, c'est avec vous Ndeye Aram Touré.